Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et si vous nous regardez via la chaîne YouTube, vous allez voir que je suis en compagnie de Rachid Issouleymani de la presse. Rachid écrit régulièrement des résumés des matchs de la NFL. Alors Rachid, premièrement, pour la première fois, je te souhaite la bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Merci Didier, tout le plaisir est pour moi. C'est super. Écoute, on va y aller avec la revue des rencontres qui étaient présentées à travers la NFL à 13h et 16h lors de la 6e semaine d'activité. On va commencer avec le duel qui mettra aux prises les Seahawks de Seattle aux Jaguars de Jacksonville. Ça a été une victoire de 20-12 des Seahawks à Jacksonville. Les Jaguars avaient vaincu les Chiefs de Kansas City la semaine dernière. Je ne veux pas dire ce retour sur terre pour les Jaguars, étant donné que les Seahawks sont une équipe de qualité. Mais ça a vraiment été une autre excellente performance de la part de Sam Darnold et également de son receveur Jackson Smith-Njigba qui a vraiment été solide encore une fois. En effet, tu parlais des Jaguars et de Trevor Lawrence. J'étais aussi curieux de voir comment il allait se comporter contre les Seahawks après leur victoire face aux Chiefs. Je sentais Lawrence hésitant un peu face aux Chiefs, surtout en fin de rencontre quand il y avait eu une pénalité pour avoir écoulé le temps. Donc, je voulais voir comment ça allait se refléter face aux Seahawks. Puis, ça a commencé relativement bien pour les Jaguars avec un touché de Bryce qui était d'ailleurs son premier touché par la réception cette saison. Mais ça s'est compliqué par la suite. Il y a eu beaucoup de sacs contre Lawrence, 7 si je ne m'abuse. Puis dans la saison, il y en avait eu 6 dans les matchs précédents. Donc ça a été difficile de ce côté-là. Puis du côté de Darnold et de Njigba, pour venir à eux, tu en faisais allusion, ça a été tout un duo, là, tout un match pour Njigba qui a réussi un toucher de 61 verges. Là, donc disons que ça avait mis le ton, en fait, ça avait renchéri le ton qui avait été donné par Brian Thomas. Donc, un bon match dans les circonstances pour Seattle, qui, soit dit en passant, sont arrivés à Jacksonville avec 8 victoires de suite sur les terrains adverses. Là, ils sont repartis avec 9 victoires de suite après le match. Oui, ça, c'est vraiment impressionnant de la part des Seahawks. Souviens-toi, à l'époque du Legion of Boom, on avait des succès à domicile, on était invincible à domicile, puis là, c'est rendu à l'inverse. Mais oui, effectivement, 7 sacs du quart réussis par la défense des Seahawks. Il y avait de Marcus Lawrence qui était de retour au jeu, l'excellent plaqueur de deuxième année, également Byron Murphy. Puis on a appliqué de la pression constante sur Trevor Lawrence. Ça, c'est quelque chose que j'aime de la part de la défense des Seahawks, Rachid. Elle est en mesure d'appliquer de la pression sur les carrières adverses avec seulement les 4 joueurs de la ligne défensive. On a été capable de faire ça aujourd'hui. 295 verges par la passe, 2 passes de toucher pour Sam Darnold. Puis moi aussi, j'avais hâte de voir les Jaguars parce que c'était une grosse victoire contre les Chiefs de Kansas City. Pour moi, les Chiefs auraient dû gagner ce match-là, mais peu importe, Jacksonville a trouvé une façon de l'emporter. Je voulais voir comment on allait gérer le succès, parce que pendant toute la semaine, on s'est fait dire qu'on est bon, on est beau et tout à Jacksonville. J'avais hâte de voir comment on allait répondre, mais écoute, on a perdu, mais je crois pas là, qu'on avait la grosse tête. Je crois vraiment que Seattle est une équipe de qualité. Tu sais, qu'est-ce qui m'impressionne? Seulement un sac du quart. Donc, en 6 matchs du côté des Seahawks, on a accordé seulement 6 sacs, si je ne me trompe pas, depuis le début de la saison. Souviens-toi, on se disait, on avait hâte de voir comment Sam Darnold allait jouer derrière cette ligne à l'attaque, étant donné qu'à la fin de la saison 2024, lorsqu'il jouait pour les Vikings du Minnesota, tu te souviens comment ça a mal terminé, étant donné qu'il y a des blessés du côté de la ligne à l'attaque. Mais là, on est en mesure de bien le protéger. Cette ligne à l'attaque remodelée des Seahawks joue vraiment bien. En fait, on est rendu à 7 sacs en 6 matchs, plutôt du côté de la ligne à l'attaque des Seahawks. Mais vraiment, on joue bien. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses pour Seattle. En effet, pour Seattle, j'ai hâte de voir la suite des choses. Puis pendant que je suis en train de regarder leur calendrier là, pour les prochains matchs, puis ça s'annonce pour être... écoute, ils vont jouer contre les Texans, les Commanders et les Cardinals leurs 3 prochains matchs. Puis ensuite, là, ça va être les Rams,
Attendez, les Rams, Quand les même, hein? Titans, les Vikings. C'est pas un calendrier très difficile pour les Seahawks, par exemple, de Mike McDonald. Fait que j'ai confiance que ils vont arriver le couteau entre les dents pour le prochain match puis améliorer leur fiche. Puis bon, ils vont bien faire dans la division ouest de la nationale. Les Buccaneers de Tampa Bay maintenant. Ils recevaient les 49ers de San Francisco. Les 49ers sont amochés. C'était une victoire par la marque de 30-19 des Bucs. Mais encore une fois, les Niners, Rachid, à tous les ans, on dirait, ont subi des blessures. Puis là, on a perdu les services de l'excellent secondaire intérieur. Probablement le meilleur de la NFL, Fred Warner, qui a subi une fracture à une jambe. Il a quitté en voiturette. Il a fort parier que sa saison est terminée. En plus de ça, Emeka Egbuka, maintenant, du côté des Buccaneers de Tampa Bay, il n'a pas terminé la rencontre en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Mais ça a été une autre bonne performance de la part de Baker Mayfield qui a complété 2 passes de toucher. Il a converti, il était chercher un premier essai avec ses jambes de façon spectaculaire. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Buccaneers parce qu'eux aussi, ils ont des blessés. Ils étaient privés des services de Bucky Irving. Comme je viens de dire, Egbuka n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Mayfield se retrouvait à lancer des passes à Tez Johnson, qui a réussi un toucher tout à fait spectaculaire en plongeant, en attrapant le ballon du bout des doigts. Moi, je continue de dire que Baker Mayfield est le joueur par excellence après 6 semaines de la NFL, parce que même avec les blessés, il continue d'être productif et de trouver des façons de mener les Bucs à des victoires. Tout à fait, Didier. Moi, j'appelle ça le duel des éclopés. C'est fou comment il y a des blessés de chaque côté. Fred Warner qui, soit dit en passant, j'écoutais ton collègue David Arsenault, Fred Warner, qui avait donné une statistique quand même significative qui disait que il y a 2 joueurs qui ont obtenu au moins 115 plaqués à chacun de leurs 7 dernières saisons. Il y a lui et Bobby Wagner. Donc, la perte de Fred Warner va être, on peut supposer qu'il va être absent à long terme selon la façon qu'il a quitté le match. Mais s'il quitte à long terme, ça va être une lourde perte pour les Niners. Et pour revenir à Baker Mayfield, moi aussi j'avais écrit dans mes notes, là, il faut qu'il soit considéré comme candidat sérieux au joueur de l'année. Sa course de 15 verges, c'était au 3e quart, c'était en 3e essai, 14 verges, je pense. Il a converti ce 3e essai-là sur une course. Il a évité la pression, les plaqués, puis à la Baker Mayfield, il a été chercher un premier essai. Puis j'adore son jeu, il est constant. Il est clutch aussi. Les 4 victoires précédentes ont été chercher ça dans la dernière minute, que ce soit sur le dernier jeu ou dans la dernière minute. Donc, ça prouve à quel point il est clutch, participer à la progression de son équipe à ce point-là. Puis, tu parlais de Tez Johnson. Cameron Johnson aussi, les deux ont été chercher leur premier toucher en carrière. On parle de quoi, receveur 3, 4, 5, 6 peut-être. Là, c'est pas, Oui, on est rendu loin là, dans notre rotation. Donc, c'est quand même impressionnant de voir ce que Baker Mayfield fait, un rejeton de plusieurs équipes, faut-il le rappeler. Puis, non, j'ai adoré, puis il est appuyé aussi par le jeu au sol. Malgré l'absence de Bucky Irving, là, je trouve que Rashad White fait quand même du bon travail. Il avait marqué 2 touchés la semaine passée contre Seattle. Il a poursuivi sur sa lancée contre les Niners en visitant encore la zone des buts. Puis je crois aussi qu'il a dépassé les 100 verges. J'ai-tu dépassé les... Non, il n'y a pas il y a eu 65 verges au sol, mais un total combiné de 86 verges. Mais reste que le Tampa Bay, là, malgré les blessures, continue d'impressionner. Puis les joueurs appelés en relève font le travail. Là. C'est Mike Evans, Chris Godwin, Bucky Irving, puis là, Emeka Egbuka. On va voir ce que ça va donner, mais est-ce que ces joueurs-là de soutien, si on leur colle encore l'étiquette de joueurs de soutien, seront en mesure de poursuivre le travail avec les Bucs? On se rend compte qu'on a beaucoup de profondeur du côté des Buccaneers, parce que sans tous les joueurs qu'on vient de nommer, il y a le porteur de ballon, Sean Tucker, également, qui jouait le rôle de porteur de ballon numéro 2, qui a été productif. Il a même inscrit un touché aussi. En tout cas, moi, ça m'impressionne vraiment. Tu sais, comme quoi qu'on peut pas utiliser les blessures comme excuse. Il y a les Ravens de Baltimore, on va en parler un peu plus tard. Ils ont une longue liste des blessés, mais il y a des équipes, tu sais, les Chargers aussi, on va en parler plus tard. Là. Eux sont sans leurs 2 bloqueurs partants. Ils ont trouvé une façon de gagner sur la route.
les blessures, ben, ça fait partie de toute saison. Là. On est chanceux lorsqu'on n'a pas plusieurs blessés au cours d'une saison, mais je suis vraiment impressionné de la performance des Buccaneers de Tampa Bay, malgré le fait qu'on a plusieurs éclopés, comme tu disais également, du côté des Niners. Ça aide quand tu as un corps arrière qui fait le travail. Oui. Ouais. C'est ça. Non, vraiment impressionnant, Baker Mayfield. Écoute, à Indianapolis ou Lucas Oil Stadium, les Colts recevaient les Cardinals de l'Arizona. Les Colts ont été en mesure de l'emporter 31-27, 2 passes de toucher de la part de Daniel Jones. Mais moi, je voudrais commencer en parlant des Cardinals, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu as pensé de ce qui est arrivé la semaine dernière. Lorsque les Cards ont donné la victoire aux Titans du Tennessee, de Mercado avec son échappé, Jonathan Gannon qui a donné un coup de poing, il l'a frappé sur les lignes de côté. Il s'est excusé durant la semaine. Bref, ça a été une semaine tumultueuse du côté des Cardinals. Moi, j'avais hâte de voir comment l'équipe allait répondre. Est-ce que Gannon allait perdre le vestiaire avec le geste qu'il a posé à l'endroit de Mercado? Mais c'est quoi? La réponse est non. Parce que ça a été tout un effort des Cardinals. En plus de ça, on parle là des formations qui sont éclopées. On était sans Kyler Murray. On est allé au Lucas Oil Stadium avec Jacoby Brissett, qui a passé pour plus de 300 verges, puis il a donné une chance aux Cards de l'emporter. J'ai été impressionné par leur performance malgré leur défaite. Assez impressionné aussi. À un moment donné, même, je me disais si les Cards n'allaient pas gagner, ils menaient aussi, je crois, 27-24 à un moment donné dans la rencontre. Puis, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est une 4e défaite de suite pour l'Arizona. Puis, ça fait 2 fois qu'ils bousillent une avance au 4e quart. Et comme tu as dit, ça a été une gênante défaite la semaine passée. Puis, dans toute la saga de Mercado, j'étais curieux de savoir s'il allait avoir beaucoup de touches. Il n'a pas été utilisé souvent dans ce duel. Ouais. Il est en pénitence, comme on dit. En pénitence, mais bref, je ne reviens pas encore que Coach Gannon ait agi ainsi et qu'il a été mis à l'amende de 100 000. Si ça avait été l'inverse, si un joueur avait frappé un entraîneur, qu'est-ce qui se serait passé? Mais ça sera pour une autre discussion. Donc, mais parlant de Gannon, c'est d'ailleurs, je pense, le premier affrontement entre lui et Shane Steichen depuis leur passage à Philadelphie. Deux ex-coordinateurs des Eagles. Puis bon, Steichen ou Steichen, je ne sais pas. Steichen, oui. Steichen, oui, c'est ça. Steichen a remporté son duel. Mais écoute. Justement, je suis curieux de savoir, Rachid, qu'est-ce que tu penses de la saison des Colts d'Indianapolis et de Daniel Jones? C'est la première fois que je suis comme invité au podcast. Daniel Jones qui est solide depuis le début de la saison. Qu'est-ce que tu penses des Colts d'Indianapolis? Parce que là, les Colts ont une fiche de 5 victoires et 1 défaite. Et la seule défaite qu'ils ont eue, ça avait été de justesse contre les Rams. Personne ne s'attendait à ça, même moi-même, je ne m'attendais pas à ça, mais visiblement, le changement d'air lui a fait du bien à Daniel Jones depuis qu'il a quitté les Colts. Je crois qu'il y a plus de victoires avec les Colts qu'il y en a eu avec les Giants. Je ne sais pas en combien de départs avec les Giants, mais j'avais vu une statistique comme ça, comme quoi l'air frais de n'importe où ailleurs que chez les Giants lui fait du bien. Puis, tu sais, son tandem avec Jonathan Taylor est incroyable. Là. Pour moi, Daniel Jones, pour l'instant, est un joueur qui étonne, et les Colts étonnent aussi. Il a quand même été chercher 3 touchés encore dans ce match-là, dont 1 au sol, et une interception. Ça n'a pas eu un grand impact. Là. Puis Taylor, lui, qui avait marqué 3 fois 2 touches, qui a fait marquer plutôt 2 fois 3 touchés à ses 3 derniers matchs, là, c'est calmé un petit peu, mais a quand même été chercher 123 verges au sol et un touché contre les Cardinals. Donc, mais c'est quand même impressionnant de voir une équipe qui marche assez bien, surtout avec une recrue au poste d'allié rapproché comme Tyler Warren qui fait bien, je trouve, quel joueur, hein? Il y a un touché dans un 2e match de suite. Puis pour l'instant, je pense qu'il y a quoi, si on inclut le match d'aujourd'hui, il y a 29 réceptions pour 370 verges, je pense. C'est 2 touchés après 5 semaines, mais ça reste que c'est des statistiques incroyables. Là. Donc cette équipe-là m'impressionne incroyablement. Là. C'est une première victoire. C'est une première victoire par une marge de 4 points ou moins depuis la semaine 2. Fait qu'ils ont gagné par des grosses marges. Puis l'avantage qui vient avec ça, c'est que tu peux reposer tes joueurs. Donc, ça peut avoir un impact vers la fin de la saison.
En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette formation des Colts d'Indianapolis. Tyler Warren, lentement mais sûrement, est en train de devenir, je crois, mon ailier rapproché, le favori dans la NFL. Il est tellement polyvalent. À certains moments, on l'utilise à la position de centre arrière. Il ouvre le chemin pour Jonathan Taylor. Après ça, on le détache de la formation. Il est vraiment là, tout un joueur de football. Là. Écoute, il y avait un match à 9h30 à Londres, encore une fois. Les Jets de New York sont toujours sans victoire, Rachid. Aucune victoire et 6 défaites. Ils ont perdu dans un Ouais, match qui n'était pas beau à voir. 13-11 contre les Broncos de Denver. On a accordé pas moins de 9 sacs du quart du côté des Jets. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on peut même pas blâmer la ligne à l'attaque au complet. Parce que Justin Fields, il conserve le ballon tellement longtemps, il est hésitant. Là, Justin Fields, je ne veux plus entendre les gens qui disent « Ah, ben tu sais, c'est à cause qu'il avait été repêché par les Bears. » C'est pas un bon passeur, il n'est pas un bon carrière. C'est tout un athlète, je sais qu'il est travaillant, il est grandement apprécié par ses coéquipiers, mais je crois vraiment que ses carences étaient évidentes contre les Broncos. Même lorsqu'il y avait des receveurs devant lui, là, dans les flancs qui étaient libres, il hésitait, il était victime de sacs. Moi, j'avais déjà lancé la serviette dans le cas de Justin Fields en tant que carrière partant, mais là, j'ose croire que tout le monde se rend compte de ses limitations en tant que carrière. Est-ce que, si je me souviens bien, ne l'avais-tu pas nommé le roi des calories vides? Oui, En tout c'est cas, il me exact. semble que Il est à son mieux au quatrième quart lorsque son équipe tire de l'arrière. Donc, sauf Fantasy parce que, Football, c'est un très bon carrière aussi. Mais oui, c'est le roi des calories vides, effectivement. parce que il a quand même connu des matchs productifs, mais si tu regardes seulement ses statistiques, tu aurais l'impression qu'il a quand même été bon. Mais reste que, non, c'est difficile, là. Et la statistique de la journée, pour moi, là, chez les Jets, c'est un total net de moins 10 verges par Oui, la ben, passe. c'est incroyable, ça. Il a subi 9 sacs du corps. Il a été frappé, je pense, une douzaine de fois. Il avait été frappé aussi 14 ou 15 fois la semaine précédente. Et oui, évidemment, Justin Field, c'est pas un corps arrière idéal, mais bon, c'est l'ensemble de l'œuvre, là. Sa ligne offensive aussi ne l'aide pas par moment, là. Quand tu es frappé autant, bien que il prend des mauvaises décisions. Mais j'ai pitié pour Aaron Glenn, qui en est à sa première année comme entraîneur des Jets, et il doit s'ennuyer des Lions Mais par moment. écoute, tu viens de mentionner le nom d'Aaron Glenn. Excuse-moi de t'interrompre. Mais as-tu vu comment il a géré la fin de la demi? Écoute, on a Mais ça, je gaspillé comprenais pas. près. Ils étaient en quatrième essai, puis ils ont On a laissé gaspillé le près du. cadran rouler. Oui, c'est ça, Rachid. On était au milieu du terrain. Au pire, on aurait pu essayer un Hail Mary, une passe du désespoir dans la Ouais. zone début. On a laissé le temps s'écouler. Il y a même Garrett Wilson qui est immédiatement allé voir Aaron Glenn pour lui dire sa façon de penser. C'était épouvantable. J'ai jamais vu ça. Gaspiller 30 secondes comme ça, juste laisser le temps s'écouler. On était dans le match en plus. Imagine-toi. Alors, moi, je te dis, Aaron Glenn doit faire attention. Parce que là, c'est en train de virer au désastre cette saison des Jets. Puis il doit faire attention pour pas se faire congédier à la fin de la saison, tu sais, pour pas être one Ouais. and done, comme on dit en anglais. Moi, je crois vraiment qu'il est en danger parce que cette défense-là des Jets, elle est pire qu'elle était l'année dernière à tout moment durant la saison. Écoute, les Jets, ça va être le remède pour les équipes qui veulent se relancer, là. Je veux dire. Mais si on veut être positif, parce qu'il faut quand même trouver des points positifs pour cette équipe-là, la défense a quand même réussi son premier revirement de la saison. Là, il Il a était été temps, au provoqué sixième par, match l'année. mieux vaut tard que jamais. C'est Jarvin Brownlee, le demi de poing, que je pense qui a provoqué le revirement. Donc, Ouais, c'est au début de la rencontre. chaque petite victoire, écoute, va être à prendre avec joie dans la nation des Jets parce que c'est la seule équipe qui est 0-6. Je ne sais pas quoi dire. J'ai aucune idée. Écoute, pour l'instant, je vois même pas quand est-ce qu'ils vont gagner un match, la façon dont ils jouent. Mais écoute, parlons de l'équipe victorieuse, les Broncos de Denver. Parce que du côté de l'attaque, on a des ennuis, là. Tu sais, l'attaque est vraiment inconstante depuis le début de la saison. Souviens-toi, la semaine dernière contre les Eagles de Philadelphie, pendant les 3 premiers quarts, Bo Nix connaissait un match difficile. Puis là, il s'est mis en marche au quatrième quart, mais on n'a jamais été capable de trouver notre rythme du côté de l'attaque de Denver. La défense, elle est solide, on sait, c'est une des meilleures de la NFL. Ouais. On vient de parler du fait qu'elle a réussi pas moins de 9 sacs. Mais t'es pas inquiété par les performances de l'attaque après 6 semaines d'activité du côté de Denver? Ça m'inquiète, oui. D'ailleurs, la semaine précédente, je pense qu'ils
était rendu dans la zone payante pour la première fois au troisième quart. Donc, c'est tout dire. Puis contre les Jets, on aurait pensé que l'attaque aurait dominé, mais reste que ça m'inquiète, mais en même temps, c'est drôle parce que les Broncos, présentement, pourraient être 6-0. Ils avaient perdu contre les Colts, puis contre les... à la fin, ouais. C'est ça, contre les Colts et les Chargers sur des bottées de précision. Je pense que c'était sur le dernier jeu du match pour chacun des deux rencontres. Donc, puis les deux défaites, c'est 4 points d'écart, je pense, pour les deux défaites combinées. Donc, l'attaque m'inquiète, effectivement. Il faut qu'ils se replacent parce qu'ils n'affronteront pas des équipes comme les Jets à chaque semaine. Mais leur défense est tellement solide que est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui les sauve présentement? Et est-ce que c'est une équipe qui est à un niveau où est-ce qu'on peut parler de sauvetage par les défenses plus qu'une attaque qui va se replacer? Je pense que oui. Pour l'instant, ça m'a l'air de ça, qu'est-ce que tu viens de dire. T'sais, on peut miser sur la défense jusqu'à ce qu'on trouve notre rythme du côté de l'attaque. Parce que, au premier quart, ça allait bien du côté de l'attaque, puis après ça, on s'est endormi, donc c'est inconstant. Comme on l'avait dit, 3 mauvais quarts contre les Eagles, un quatrième quart exceptionnel de la part de Bo Nix. C'est inconstant. Sans montagne russe pour le moment du côté de l'attaque des Broncos de Denver. Mais la défense, l'année dernière, on avait réussi 63 sacs. Puis là, si on maintient la cadence, le rythme qu'on a présentement, on va éclipser là, cette marque du côté de l'unité défensive des Broncos. Il y en a 30 présentement. Ah ouais, déjà, imagine-toi. Avant de s'amener dans la semaine 6, il y en avait 21, mais il y en avait 5 ou 6 de plus que leurs poursuivants. Donc, puis pour revenir à l'attaque, j'étais curieux de voir Courtland Sutton qui avait connu 3 semaines de suite avec 80 verges ou plus par la réception. Mais visiblement, son duel contre Sauce Gardner n'a pas été à son avantage contre les Jets. Mais bon, j'ai hâte de voir la semaine prochaine. Contre qui joue la semaine prochaine d'ailleurs? Ça me pique ma curiosité. Contre les... souhaiter que l'attaque francine de plus de consort. Contre les Giants. Ouais. Les Giants jouent mieux, là, avec l'énergie que leurs deux recrues, là, Jackson Dart et Cam Scatterbo, apportent. Les Giants, soudainement, c'est une équipe dont il faut se méfier. Là. C'est fou comment ça change rapidement les choses dans la NFL. Transportons-nous à Pittsburgh, où les Steelers recevaient leurs rivaux de section, les Browns de Cleveland. C'est un deuxième départ pour Dillon Gabriel. Ça a été une autre victoire pour les Steelers. 2 passes de toucher par Aaron Rodgers. Ils ont gagné 23-9. Les Browns, je suis sûr que tu as vu cette statistique au cours de la semaine, elle était partout. Les Browns n'ont toujours pas de victoire à Pittsburgh depuis 2003. Ça fait 22 ans. C'est tout à fait incroyable. Rachid, les Steelers vont se sauver avec le championnat de la section nord de l'Association américaine. Ils sont la seule équipe avec une fiche gagnante du côté du nord de l'AFC. Pour résumer la situation dans la division nord, là, Aaron Rodgers est assis sur son divan, il mange du popcorn bio, il regarde l'autodestruction des autres équipes. C'est ça qui se passe, là. Ouais. Les Steelers en font juste assez pour gagner parce que, leur attaque, là, n'est pas à tout casser, là, cette saison, l'attaque des Steelers. Non, je suis d'accord, toi, DK Metcalf a connu un gros match. Ouais, DK Metcalf, il a connu... On en fait suffisamment, là. Et je pense que ces 2 derniers matchs sont inclus celui de ce dimanche. C'est plus de 200 verges à ces 2 derniers matchs. Donc, DK Metcalf est productif. Aaron Rodgers en fait juste assez. Et je pense qu'il totalise maintenant 10 touchés, 3 interceptions. C'est un bon ratio quand même. Souviens-toi, l'année dernière, avec les Jets, il était victime de revirements. Puis, et puis d'autant plus que sa ligne à l'attaque aussi s'est améliorée. En tout cas, le protège davantage parce qu'il avait subi 7 sacs à ses 2 premiers matchs. Il y en a seulement 2 à ses 3 derniers. Donc, la O-line fait beaucoup mieux son travail. Myles Garrett, finalement, n'aura pas réussi un sac contre un 47e corps arrière différent en carrière, parce qu'il y en avait eu un sac contre 46 sacs différents. Donc, son duel contre Broderick Jones a été très difficile contre les Steelers, mais les Browns, c'est les Browns. On parlait justement d'une équipe qui ne peut pas compter seulement sur sa défense. Ben, les Browns en est un exemple parfait. Là, ils n'ont pas d'attaque, là, tout simplement. Là. Écoute, Dillon Gabriel, victime de 6 sacs. Puis Gabriel, 29 en 52.
OK, on a tenté 52 passes avec Dylan Gabriel. Ça peut pas être la recette pour gagner. Seulement 12 courses du côté de Quinton Judkins. Je sais qu'on tirait de l'arrière et tout. Mais Gabriel, je veux porter ton attention sur cette statistique. 29 passes complétées pour une moyenne de 4,3 verges Ouais. par passe complétée. Puis la semaine dernière, lors de son premier départ, c'était un peu ça aussi. Là. Ben, c'est pas un peu ça, c'est exactement ça. Tu es en mesure de compléter dans les zones courtes, dans les zones intermédiaires, mais dans les zones profondes, il manque de précision. Alors, oui, il se débarrasse rapidement du ballon, mais 4,3 verges par passe complétée, Rachid, c'est pas suffisant. Là. Donc, regarde, les Non, fans de non. Shedeur Sanders, patientez. On va voir Shedeur éventuellement, j'ai l'impression. Je suis. Ben, la semaine passée, j'avais écrit un peu sur le match des Browns et je ne me souviens pas contre qui avait joué, bref. Et mon titre, c'était En attendant Shudder, point d'interrogation. Tu sais, La semaine malgré ses dernière, c'était passes, contre les Vikings à Londres. ah, c'est ça, c'est Mm. ça, c'est ça. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on lui reproche une attitude, tu sais, parfois non professionnelle, mais force est d'admettre qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça va s'enligner vers Shudder Sanders parce que il n'y a rien qui marche à Cleveland. Puis avec une fiche de 1 et 5, là, rendu là, ça va être le temps des expériences, tant qu'à moi. Là, mais Ouais. Dylan Gabriel, j'ai pas, j'ai pas vu le match des Browns contre les Steelers. Je sais qu'il y a eu beaucoup de pression sur lui. Là, Jalen Ramsey et Nick Herbert ont eu 2 sacs chacun. Là. Je ne sais pas si c'est seulement en raison de la pression ou de ses mauvaises décisions à Dylan Gabriel aussi. Là. Ben, comme je te dis, Dylan Gabriel, il se débarrasse rapidement du ballon, mais c'est souvent dans les zones courtes. Tu sais, il force Mm-hmm. pas la défense adverse à défendre le terrain au complet. C'est ça le problème. Tu sais, dans les zones Ouais. profondes, tu le vois, il manque de précision. Donc, ça limite qu'est-ce que tu peux faire du côté de l'attaque. Puis c'était la même chose la semaine dernière lors de son premier départ. Alors, ça devient très limité qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pour ça que je te dis qu'éventuellement, Shedeur va obtenir du temps de jeu, mais du côté des Browns, c'est du pareil au même. Là. Je crois pas qu'avec Shedeur, on va connaître nécessairement du succès. Mais écoute, on va passer à une autre rencontre. Parce qu'il y a les Chargers de Los Angeles. On parlait d'équipes qui comptent plusieurs blessés. Les Chargers font partie de ces équipes-là. Se sont présentés à Miami avec 2 bloqueurs réservistes. On a perdu le serveur de Marion Hampton. Son nom a été placé sur la liste des blessés. Najee Harris, sa saison est terminée depuis quelques semaines. Donc, on a joué avec nos porteurs de ballon numéro 3 et numéro 4. Et malgré tout, on a été en mesure de l'emporter dans la dernière minute contre les Dolphins de Miami. Il y a le Québécois Benjamin Saint-Just qui a réussi la 2e interception de sa carrière. L'attaque des Chargers a immédiatement converti en touché. Alors, félicitations Benjamin pour son Oui. interception. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là? Qu'est-ce que tu as en tête là, lorsque tu penses à ce match entre les Chargers et les Dolphins? Ben, l'unité offensive, moi aussi, ça attirait mon attention en raison des blessures, autant sur la ligne que les demi à l'attaque. Kimani Vidal a connu la performance de sa carrière. Il a été chercher 124 verges en 18 courses. C'est une moyenne de 6,9 verges par course. Donc, c'est lui qui a eu le gros du travail. Hassan Haskins, il a seulement eu des miettes. Mais j'ai été impressionné par le travail des Chargers. Euh, Puis Herbert a quand même bien fait avec 264 verges et 2 touchés. Il a remporté le duel de la fameuse QV 2020 des corps Oui, arrière oui, c'est entre vrai. lui et Tua Tagovailoa. Une QV d'ailleurs. Ben, je ne sais pas si les Dolphins regrettent ce repêchage. Tagovailoa avait été repêché tout juste après Herbert. Et Jordan Love et Jalen Hurts ont été repêchés aussi En fait, après ils avaient repêché. Tagovailoa. Toi avait été repêché avant Herbert. Tu sais, c'est sûr Avant qu'on se Herbert, OK. demandait lequel des deux qui allait être repêché, puis finalement, Miami a arrêté son choix sur Tua. Alors, je sais pas s'il le regrette, parce que là, Tua, ça a été 3 Ah oui, interceptions, avant. une passe de toucher aujourd'hui. Ouais, effectivement. Donc, ça a été, écoute, plus difficile, plus difficile, un peu plus difficile que Herbert pour toi. Il a quand même eu, tu sais, il revenait avec 0 interception à ses 2 derniers matchs, puis il y en a eu 3 contre les Chargers. Donc, bon, c'est sûr qu'il y en a eu à la fin en tentant de tentant de remonter la Ouais. pente. Puis il y en a Il une reste qui que a les dévié dans revirements ont les fait mains mal à de Tua. Jalen Waddle. Waddle aurait dû attraper le ballon, là.
Ouais. Mais je veux porter ton attention, je sais pas si tu as vu ça, sur les commentaires de toi lorsqu'il était au podium après la rencontre. Tu sais, il a critiqué ses coéquipiers. Il a dit qu'il y a des joueurs qui arrivent en retard à des réunions. Il dit ça reflète un manque de leadership. Euh, c'est ce qu'on entend du côté de Miami depuis un an. Je sais pas si tu suis qu'est-ce qui se passe chez les Dolphins pendant toute la saison morte. On entendait des joueurs qui ont quitté l'organisation qui critiquaient le manque de leadership justement de Mike McDaniel. Puis c'est un peu ça que toi as fait après la rencontre. Moi, je m'attends à un ménage du côté de Miami du moment que la saison se termine. Toi, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce qui se passe du côté des Dolphins? Ben, j'ai l'impression que c'est bizarre parce que Mike McDaniel a l'air confus. On dirait qu'il ne sait plus quoi faire avec cette équipe-là. Parfois, on Il est l'entend en dépassé commentaire. complètement. Ben, c'est ça, je l'écoute parler après les matchs. On dirait qu'il cherche ses mots. Il y a toi qui as fait ces commentaires-là. Puis bon, il y a Tyreek Hill qui, bon, qui n'en est pas à une frasque près. C'est drôle parce que Tyreek Hill, sur ses médias sociaux, avait répondu à une question à savoir qui étaient pour lui les 5 meilleurs quart arrière de la NFL. Bon, évidemment, Tua n'était pas dans son top 5. C'est tout le monde. Il n'y a personne qui met Tua dans son top 5. Mais il n'en demeure pas moins que ça fait bizarre de voir un joueur ne pas mettre son quart arrière dans un top 5, même si, tu sais, il n'y a pas d'affaire à être là, mais ça a l'air dysfonctionnel comme équipe. Et depuis que Mike McDaniel est là, finalement, Non, on a l'équipe est à participé aux l'image de son éliminatoires lors de entraîneur. sa première saison, mais bon, heureusement, Ensuite, Tyreek Hill, ben, malheureusement pour lui, il a subi une grave blessure. Là, il est plus là. Mais comme tu dis, dysfonctionnel, c'est vraiment le mot qui décrit l'organisation des Dolphins de Miami. Mais en tout cas, ça a été une belle et, victoire pour les Chargers sur la route avec les blessés. ouais. Ils ont Vraiment, mis fin à là. leur série de 2 défaites. Oui, exact, on en avait besoin. Donc, Tu sais, parce que là, ouais. j'avais peur que pour les Chargers, que les Chargers deviennent une équipe dont la saison est complètement déroutée par les blessures. Souviens-toi, lors des 3 premiers matchs, tu sais, on parlait de Justin Herbert peut-être comme un candidat potentiel au titre de joueur par excellence de la NFL. La défense jouait très bien, mais là, en raison des blessés, bon, c'est plus difficile du côté de l'attaque, mais comme tu dis, on avait besoin de cette victoire après avoir encaissé 2 défaites consécutives. Il y a les Patriots Ils de ont la été peu Nouvelle-Angleterre, disciplinés aussi. Rachid, sont allés au Ouais. Superdome. Ils ont gagné 25-19. Puis ça a été, pour moi, du côté de Drake May, une continuité de sa belle performance à Buffalo. 3 passes de toucher afin de mener les Patriots à la victoire. Drake May, pour moi, je sais pas quoi dire. Tu sais, j'ai été un grand fan des Patriots dans ma jeunesse. Quand j'ai commencé à suivre la NFL, j'ai grandi avec Tom Brady. C'est là mes débuts. Quand Tom Brady a pris la relève à Joe Bledsoe, c'est là que j'ai commencé à suivre les Pats et Tom Brady. Puis après son départ, bon, ben là, ça a été l'hécatombe totale. Mais est-ce que Drake May, maintenant, est le nouvel espoir au poste de quart chez les Patriots? Lui qui avait, avant cette semaine, avait près de 74% de passes complétées. Donc, c'est quand même, c'est pas peu dire. Puis il a connu un 5e match de suite de plus de 200 verges et avec une cote d'efficacité supérieure à 100. Donc, il est seulement le 4e quart arrière de moins de 23 ans à faire ça dans la NFL. Donc, les autres, c'est Dan Marino, si je me souviens bien, Pat Mahomes et Dak Prescott. Donc, c'est quelque Mm. chose. Puis, écoute, il dirige son attaque d'une main de maître. L'espoir est là en Nouvelle-Angleterre. Il se dirige vers la bonne direction. Euh, je sais pas, Drake May, pour moi, ça va peut-être nous ramener dans des belles années qu'on a vécues pendant l'époque de Brady. Un jour, un Ouais, jour. écoute, moi j'ai été impressionné par la précision de ses passes, notamment dans des zones profondes, à quelques moments. Puis, il, il joue avec confiance. Tu sais, ça paraît dans son visage durant le match. Il était en contrôle contre les Saints. En tout cas, moi j'ai hâte. C'est un autre joueur que j'ai hâte de voir la suite des choses. Parce que moi, je pensais pas que les Patriots allaient être en mesure nécessairement d'aspirer aux éliminatoires dès cette année, dès la première saison de Mike Vrabel à la barre, à la barre de l'équipe. Mais en raison de la progression de Drake May, je commence à croire que c'est vraiment possible là, que les Patriots vont pouvoir participer aux éliminatoires. Alors que du côté des Saints, on continue d'être coriace. Hein? On est allé chercher une première victoire la semaine dernière. Spencer Rattler démontre de belles choses. Je ne crois pas qu'il les voit être un carrière numéro 1,
Mais il va jouer dans la NFL au moins pendant une dizaine d'années. Parce que je pense, dans le Ouais. pire des cas, il va être un bon carrière réserviste, là. Ben, tu sais, ouais, il fait du bon travail. C'est sûr que cette saison est beaucoup mieux protégée que la saison passée, là. Tu sais, il a subi 11 sacs, je pense, en 6 matchs cette saison. Puis l'année passée, je pense que c'était 22 en 7 rencontres. Donc, c'est sûr que ça fait une différence. Il fait quand même, quoi, 6 passes de toucher et une interception en 6 départs. Il fait du bon travail, un travail honnête. Euh, tu sais, il va falloir qu'il soit soutenu là, par ses coéquipiers. Tu sais, un joueur comme Alvin Kamara, cette saison, je trouve que c'est plus difficile pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, Ouais. Didier, Mais il est d'Alvin vieillissant, Kamara. Van Tu sais, Kamara, là. Tu sais, il commence à avoir du kilométrage, là. Tu sais, surtout à la position porteur de ballon. Tu sais, des fois, là, les joueurs, le déclin se fait rapidement. ouais. Et c'est sûr qu'il y a Chris Olave qui est là pour le soutenir. Là, tu sais, je pense que c'est celui qui a eu le plus de réceptions dans la NFL derrière Puka Nacua. Donc, de ce côté-là, tu sais, c'est encourageant. Mais les Saints, j'ai hâte de voir ça. C'est Kellen Moore, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une équipe intrigante pour moi. Ouais, on va devoir faire une cure de rajeunissement éventuellement là, au sein de cette formation-là, parce que on a beaucoup de vétérans qui sont toujours en poste. Alors, en tout cas, on va voir. Moi, les Saints, je m'attendais à ce qu'ils soient une des pires formations de la NFL. On a été en mesure d'aller chercher une victoire la semaine dernière, mais on est plus compétitif que je l'anticipais du côté de la Ouais. Nouvelle-Orléans. Mais maintenant, à Baltimore, les Ravens, la descente aux enfers des Ravens s'est poursuivie. Ils ont perdu contre les Rams. Le match a été serré jusqu'à la mi-temps, mais en deuxième demi, là, dès la première séquence des Rams, on a été en mesure de rejoindre la zone des buts. Finalement, Los Angeles a gagné 17-3. Les Ravens ont une fiche de 1 victoire et 5 défaites. À chaque fois que je vois leur dossier, j'en reviens pas, Rachid. Ben, je pense que la dernière fois qu'il y avait une saison misérable, c'était en 2015, je pense, avec un dossier de Ouais. 5-11. Après ça, je pense que ça s'est amélioré. Mais évidemment, c'est un autre match sans Lamar Jackson, eux qui reviennent d'une défaite de 44-10 contre Houston la semaine passée. Pour moi, une partie de l'histoire de la saison s'est résumée vers la fin de la première demi, quand je crois que c'est Derrick Henry qui a été stoppé presque à la porte des buts par Jared Verse. À ce moment-là, Ouais. ça résumait parfaitement bien l'histoire des Ravens si on met de côté les blessures. Là. Mais c'est quand même drôle, c'est que Derrick Henry revenait d'une séquence misérable, une de ses pires séquences en carrière, avec 4 matchs de 50 verges ou moins, je pense. Dans ce match-là, dommage pour lui, il a fait beaucoup mieux, mais les Ravens ont fait planter, hein, comme qu'on dit, puis un point tel que John Harbaugh a dû changer son corps arrière pour Tyler Huntley. Puis Ouais, à un certain moment, ben oui. Mais ça Tyler n'a pas Huntley vraiment a eu... changé de choses. Mais tu viens de mentionner le non, nom non, de John Harbaugh. Il y a des gens à Baltimore qui disent, bon, ça fait longtemps qu'il est là, on serait peut-être dû pour un changement à la position d'entraîneur-chef. Il y a tellement blessé du côté des Ravens. Mais comme je l'ai dit, il y a des équipes qui sont décimées par les blessés également à travers la NFL, on en parlait tout à l'heure, ouais. et elles trouvent une façon de gagner. Toi, si on rate les éliminatoires du côté des Ravens, éventuellement le Marv va revenir au jeu, mais si on rate les éliminatoires, est-ce que tu irais d'un changement d'entraîneur-chef? Parce que ça fait longtemps qu'Harbaugh est là. Puis, ben, on a des insuccès en éliminatoire. Hein? On choke en éliminatoire, malgré le fait qu'on a souvent le statut de favori. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que tu serais prêt à donner un mulligan, si on peut dire, à John Harbaugh en raison des nombreux blessés? Moi, je serais plutôt de l'école de pensée de lui donner un mulligan. Bien que ça fait longtemps qu'il est là. Certains diraient un vent de rafraîchissement pourrait faire du bien. Mais tu sais, quand même, ils ont perdu beaucoup de joueurs clés à leur position, même si d'autres équipes sont blessées. Mais reste que, tu sais, Lamar Jackson, ça se remplace pas, là, tu sais. C'est difficile à remplacer. Je le laisserais là. Même son coordonnateur défensif, Zach Orr, est-ce que ce serait honnête de dire qu'il y a une part du blâme là-dedans, dans les insuccès de la défense des Ravens aussi? Ça reste à voir, mais je suis ambivalent un peu. Parce que ça fait longtemps que les Ravens n'ont pas été autant misérables. Puis je comprends la théorie qu'après une saison vraiment catastrophique, qu'on doit faire un ménage, malgré la longévité de l'entraîneur en place.
Ouais, ben, Baltimore, une victoire, 5 défaites. Encore une fois, je le répète parce que j'arrive pas à y croire. De dire ça, je Ouais. n'arrive pas à y croire. Les Mais Cowboys de chose, Dallas. Ouais, vas-y. je voulais juste dire, tu sais, soulevant quand même un point important dans le match, là, Okonakoua qui s'est blessé. Oui, Ça, oui, c'est vrai. on va voir qu'est-ce qui va arriver avec lui, là, mais je pense que c'était dans un duel avec Marlon Humphrey en plus dans la zone début, fait que et Ouais. Marlon Humphrey qui revenait de blessure, justement. Je sais pas si c'est la cheville, mais de ce qu'on voit, ça ne semble pas aller bien, mais Ça semblait on très verra. douloureux. Ouais, on Ouais, verra. pas. Ouais, on sait pourquoi en plus c'est un dur de dur, mais ouais, non, tu fais bien de le Ouais, mentionner, j'avais oublié de le mettre dans mes notes. Lui qui connaissait un début de saison, écoute, historique, là, il était tellement le meilleur. productif. Ben oui, c'est Sa ça, en tout cas, position, c'était le j'espère meilleur. qu'il ne sera pas absent pendant plusieurs semaines, parce que j'aime ça le voir jouer. Écoute, il y Ouais. a les Cowboys de Dallas qui étaient en Caroline face aux Panthers, et ça a été le Rico Dowdle Bowl. C'est comme ça que j'avais baptisé cette rencontre plus tôt au cours de la semaine. Dowdle avait gagné 200 verges au sol la semaine dernière. On lui a demandé si le fait qu'il allait affronter son ancienne équipe, les Cowboys qui n'ont pas fait d'offre de contrat, malgré le fait qu'il a atteint 1000 verges au sol l'année dernière, est-ce que ce match-là était important pour lui? Il a dit oui, qu'il voulait connaître du succès. Ben écoute, il a été incroyable. 239 verges d'attaque pour Rico Dowdle contre son ancienne équipe. Les Panthers ont gagné grâce à un botté de précision. Les deux équipes n'ont pas de défense, Rachid. C'est ma conclusion de cette rencontre-là. Non, Les Cowboys sont divertissants à regarder, parce qu'ils accordent autant de points, sinon plus, qu'ils en marquent. Gros match de George Pickens, encore une fois, mais mon Dieu que c'est pas beau à voir. Tu sais, moi, je jouais à la position d'ailier défensif, puis l'ancien joueur défensif en moi avait mal aux yeux. Constamment, il y avait des receveurs de passes, d'un côté comme de l'autre, qui étaient laissés sans couvreur. les Cowboys, c'est la définition même d'une très bonne attaque et d'une défense misérable. C'est drôle parce que Rico Dowdle, durant la semaine, avait dit que les Cowboys étaient mieux de se tenir prêts. Mhm. Si je traduis de façon littérale, c'était mieux d'attacher leur casque hein, parce que Ouais. j'arrive. Puis ça n'avait pas passé dans le locker room des Cowboys. Les joueurs avaient dit on l'a entendu. Ben, ils l'ont entendu puis ils l'ont vu parce que 2 matchs de suite de plus de 200 verges. Un ancien des Cowboys, il n'y avait pas des statistiques à tout casser avec les Cowboys, mais Mais visiblement c'est depuis quoi, il deux a quand même semaines, gagné 1000 verges l'année dernière. Tu sais, ça avait OK, passé OK, dans OK, l'ombre parce que, OK. bon, les Cowboys n'avaient pas participé aux éliminatoires. Dak s'était blessé. Mais en particulier Dans en l'eau. deuxième moitié de saison, lui, il avait été productif, moi, je trouvais. Tu sais. Ouais. C'est vrai, effectivement. Non, la saison précédente. OK, parce que la saison précédente, en 2023, il y avait moins de 400 verges. C'est pour ça que j'avais oublié la saison 2024 parce qu'il y a eu un peu plus Non, de 1000 verges. ça a passé sous le radar étant donné que Dallas n'a pas C'est ça. participé en éliminatoire. Mais la défense des Cowboys, écoute, c'est dommage. Puis c'est dommage pour Dak Prescott parce que lui, il fait le travail, du moins, je trouve qu'il fait du mieux qu'il peut. Il avait connu 2 matchs de 4 touchés consécutifs avant ce duel-là. Là, avec 3 touchés par la passe, si je me trompe pas, donc ça y en fait 11 en 3 rencontres. Donc, tu sais, c'est sûr que, bon, ben, là, j'allais dire, il manquait CeeDee Lamb, puis bon, Cavante Turpin aussi tant qu'à être là, mais reste que, tu sais, ça aurait pas plus réglé Non. et le problème de la défense, là, c'est une passoire, tout simplement. Contre les Panthers, tant qu'à moi, avec Bryce Long, c'est une équipe tellement inconstante. Et Bryce Young est capable du meilleur et du pire. Donc, quand tu fais paraître Bryce Young comme un très bon corps arrière, personnellement, je trouve que c'est Hey, parce que tu as un problème. Rachid, oublie pas, hein. Ils ont accordé 485 verges par la passe à Russell Wilson. Oublie pas ça. Ah ouais. Ouais, mais tu sais, 485 verges par la Russell. passe. À partir de là, j'ai dit, moi, j'ai terminé avec la défense des Cowboys. Ça peut Ouais, pas c'est arriver. vrai. Puis 2 semaines plus tard, on a cloué au banc Russell pour Jackson Dart. Alors, même Brian Daboll, il savait là, que ces 485 verges-là, ça valait pas grand-chose parce que c'était contre la défense des Cowboys. Bref, ces deux Pour équipes-là vont pas continuer. participer aux éliminatoires, mais ça nous a donné un match divertissant entre Dallas et la Caroline. Ouais. Et pour continuer dans la parenthèse des Giants, cette semaine, quand Jackson Dart avait été faire un tour dans la tente, Dable il se rongeait les ongles de voir Ah Wilson ouais. sur le terrain. Donc, ouais, ça vient appuyer grandement le point que tu viens de souligner, Didier.
Ouais, ah oui, de ça, là, j'ai ri lorsque je voyais ça, parce que Brian Nable, on dirait, il paniquait, là. Et lui, il essaie de sauver son emploi, là. Tu sais, puis là, Jackson Mais, Dart était pas là. Il était en mode panique sur les lignes de côté. Ah, écoute, il y a un mais match, avec tout ça, oui, Vas-y. j'allais juste très, très rapidement. Les Panthers sont invaincus à domicile. Es-tu Donc, sérieux? ça, c'est une stat. Attends, Les là, j'ai Panthers, raté là, ça. Attends, les écoute, c'est Panthers, pas que là, je te crois pas, mais je dois aller voir ça de mes sont, yeux. sont Rachid, laisse-moi aller voir. invaincus à domicile. Vas-y, vas-y. Ouais, j'y vais. Attends, mais Ils ont là, es-tu perdu sérieux avec ça? chez les Jaguars, chez les Ben voyons Cardinals donc. et chez Ils les sont Patriots. 3-0. 3-0 à Ouais, domicile, 0-3 sur des terrains adverses. ouais, ouais, ouais. Fait que, Eh bien. c'est quand même drôle, ça. Ouais, ouais. Non, non, sérieux, écoute, j'avais même pas remarqué ça. Bon, mais qui l'eût cru que Mhm. les Panthers jouent dans une forteresse, là. Ils sont coriaces à domicile, alors. Le mot doit se passer à travers la NFL. Attention si vous allez jouer en Caroline. Bon, ben, c'est Et une oui. tendance qu'on va suivre au cours des prochaines semaines pour voir si ça va se maintenir. Écoute, ce match-là, là, la prochaine rencontre, on n'aura pas besoin d'en parler longtemps, Rachid. À moins que tu me dises que tu sois un partisan des Raiders ou des Titans. C'était difficile à regarder cette Et rencontre-là. C'était j'ai, comme je l'anticipais. Victoire des Titans 20-10. écoute, En fait, victoire des Raiders, victoire des excuse-moi, Raiders, 20-10. Raiders, Oui, oui. ouais, victoire des Raiders, 20-10. Bien, pour être bien honnête, j'ai pas porté une très grosse attention sur ce Je te match-là blâme avec pas. tous les matchs tous les matchs qu'il y avait dans la journée. T'as rien Et, manqué. Écoute, moi, ça j'ai cause, je travaille été, sur la couverture de NFL Red Zone en ouais, compagnie de Renaud Bourbonnais. On est obligé de regarder les Raiders. Puis ça fait des années que ça dure. Tu sais, les Raiders jouent tout le temps à 16 heures lorsqu'ils jouent à domicile en raison du décalage horaire. ouais. Puis il y a toujours moins de matchs à 16 heures. Puis on est pris à devoir les regarder jouer. Puis cette année, lorsqu'on a amené Pete Carroll à Vegas et Geno Smith, je me dis, ah ben ça va être bien. Durant la NFL Red Zone, au moins les Raiders vont être plus divertissant, ça va être plus amusant à les regarder jouer. Ils ont repêché Ashton Genty, mais c'est du pareil au même. On a été en mesure de l'emporter. On n'a pas attaqué des zones profondes avec Geno Smith parce qu'on avait peur qu'il soit victime de revirements, étant donné qu'il mène la NFL au chapitre des interceptions. Mais c'était tellement pas beau à voir cette rencontre-là entre deux des pires équipes de la NFL. Écoute, moi, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Est-ce que tu veux qu'on parle de Bengals-Packers, à moins que tu me dis que il y a Bon, quelque chose je vais qui a toute ton attention. je vais tout simplement dire que les Raiders, ben, ils ont mis fin à leur séquence de 4 défaites, là. Tant mieux That's pour all, là. eux. On est content. C'est bon. C'est ça, ils n'avaient pas gagné pour la première semaine lorsqu'ils avaient battu les Patriots à Foxborough. C'est ça. Écoute, dans la dernière rencontre, dont on n'a pas parlé, des rencontres qui étaient présentées à 13h et 16h, il y a les Bengals de Cincinnati qui sont allés au Lambeau Field, puis ils ont livré une bataille aux Packers de Green Bay, bien que c'était le premier départ de Joe Flacco dans l'uniforme des Bengals. Écoute, Flacco s'est joint aux Bengals mardi. Les Packers ont gagné 27-18. Je ne suis pas sûr par où commencer lors de ce match-là. Parce que moi, j'ai été quelque peu troublé par la performance des Packers. Tu affrontes les Bengals avec Flacco qui effectue son premier départ. Il connaît probablement même pas le nom de tous ses coéquipiers. Il connaît probablement pas même le KJ au complet. Puis malgré tout, le match a été serré. Est-ce que les Packers Ouais. t'inquiètent, toi? Les Packers, ben, dans ce match-là, en tout cas, j'ai été surpris je m'attendais à une domination des Packers, Moi d'autant aussi. plus que, comme tu dis, tu sais, Joe Flacco vient d'arriver. Il apprenait, Joe Flacco racontait qu'il apprenait son cahier de jeu avec sa femme, sa conjointe, qui lui répétait à haute voix les jeux, les appels de jeu et tout. Donc, j'étais sceptique, mais j'ai pas été impressionné par parce que les standards que j'ai pour les Packers sont quand même très élevés, là, surtout qu'ils reviennent d'une semaine de congé après avoir fait un match nul contre les Cowboys. Ouais. Donc, Mais c'est ça, c'est- justement. Sur ça, moi, je m'attendais à une grosse performance à part de Green Bay. Tu sais, si ça n'avait pas été des 3 passes échappées par Yossi Vache, le receveur des Bengals, peut-être que les Bengals auraient gagné le match. oui, on sait jamais, ça aurait pu. Mais bon, il reste que les joueurs, tu sais, Josh Jacobs a quand même bien joué. Puis Jordan Love, ben, je pense qu'il a fait plus que le strict. Ben, il a fait le strict minimum, en fait, là, tu sais, mais
Je Ouais. sais Ben, il vraiment pas. était Je suis solide quand quand même ils trop. avaient besoin de lui. À la fin du quatrième quart, il a complété une passe à Matthew Golden le long des lignes de côté. Il y avait un joueur dans le visage en plus, puis la passe était précise. Je vais lui donner Il a été crédit pour ça, parce que clutch. c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est pas une passe facile à Ouais. compléter. Et ce que je retiens du côté des Bengals, si je reviens aux Bengals, c'est que bon, la Cour a quand même lancé 2 passes de toucher, puis Jamar Chase, il a capté son Oui. 50e touche en carrière. Donc, c'est quand même une marque, là. Je pense que depuis son année de repêchage, en 2021, c'est lui qui a le plus de touchés par réception dans la NFL. Je Ouais, pense bah que j'ai vu une écoute, statistique j'en passer, doute pas si c'est le cas, effectivement. mais c'est ça, ce match aussi, là, tu sais, j'étais plus concentré sur le match entre les Niners et les Buccaneers. Mais tu sais, une bonne équipe trouve toujours le moyen de gagner. Et la pression était comme. Tu sais, par moment, j'ai quand même trouvé que la pression était forte sur Joe Flacco. Tu sais, avec Michael Ben, Parsons qui menait là, la défense des Packers. ben écoute, Mais cette il a quand ligne-là, même subi qu'un sac. ouais, non, malgré tout. euh, mais écoute, au moins on a vu une amélioration du côté de l'attaque des Bengals. Tu sais, fait que Ouais. bon, je suis un peu intrigué de voir la suite des choses, même si je crois pas que ça va fonctionner, là, je pense pas qu'on va être en mesure de participer aux éliminatoires, mais fallait essayer quelque chose du côté de l'organisation des Bengals. Tu sais, même Jamar Chase, tu viens de parler de lui durant la semaine de préparation, lorsqu'il s'est adressé aux médias, c'est une des choses qu'il a mentionné. Tu sais, il a dit, ben, écoute, il dit, moi, je tiens à remercier la direction de l'équipe parce qu'au moins, elle a essayé d'améliorer notre situation. Tu sais, donc, je vais leur donner crédit pour ça, mais cette ligne à attaque-là est trop mauvaise. Je pense pas qu'on va être en mesure de renverser la situation à Cincinnati. Bon, ça va être difficile. Puis avant le match contre les Packers, puis avec l'acquisition de Joe Flacco, les Bengals comptaient 2 des 3 buts. Il y avait le plus d'interceptions dans la NFL. Fait que je trouvais ça intéressant et drôle comme statistique. Ouais, c'est vraiment particulier. Mais écoute, Rachid, on a fait le tour des rencontres qui étaient présentées dans la NFL à 13h à 16h. Je vais te laisser y aller afin de regarder la fin de la rencontre. On est rendu au troisième quart à Kansas City. Et les Chiefs, man, 20-10 Oh, contre les Lions. Moi, j'ai choisi les oh. Lions afin de l'emporter. Alors, je vais aller regarder ça, là, le restant de la rencontre. Écoute, je te remercie de Écoute, ton passage au podcast. J'espère que ça t'a plu. Puis, oui, écoute, merci si ça beaucoup. t'a plu, Merci de on m'avoir pourra toujours accueilli. répéter l'expérience. Ben, je t'en prie, puis merci de m'avoir accueilli. Écoute, en espérant qu'on se revoie et que les gens apprécient cet épisode en notre compagnie. Ben oui, je le souhaite. On l'espère. Alors, écoute, pour les gens qui nous regardent ou qui ont téléchargé l'épisode, ben, on aura un prochain épisode pour vous qui sera mis en ligne mercredi, alors qu'on jettera un coup d'œil vers la 7e semaine d'activité. Oui, puis on va parler des Alouettes, étant donné que les Alouettes vont jouer lundi après-midi contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Les Alouettes qui ont toujours espoir, peut-être, de terminer au premier rang, étant donné que les Tiger Cats de Hamilton ont perdu samedi contre les Stampeders de Calgary. Alors, je vous dis de passer un bon début de semaine et on vous reparle le mercredi. Portez-vous bien.